La saison 8 de Game of Thrones, l'épisode 3, donc celui avec le roi de la nuit, Arya Ouais. et tout ça, la bataille de Winterfell. Moi, j'aime beaucoup cet épisode. Les gens détestent cet épisode et je les comprends, hein, à raison, hein, je peux comprendre leur raison. Et c'est la première fois où vraiment j'ai eu une vidéo où moi j'étais très positif en mode c'est super, j'ai passé un bon moment, même si voilà, il y a des petits trucs qui sont un peu dommages. Et là, j'ai commencé à voir vraiment beaucoup de gens détester la série, vraiment des gens être limite en mode t'es un vendu, Ah ouais. alors que pas du tout, hein. Concrètement, je n'ai jamais été vendu, j'avais juste accès gratuitement à OCS pendant 3 mois. Ok. On peut dire techniquement j'étais vendu pour 6 balles. Voilà. Bonsoir et bienvenue sur l'île, bienvenue dans Intervieweur. J'espère que vous allez toutes et tous bien. On est aujourd'hui dans un épisode un peu spécial, déjà parce que c'est le dernier de la saison 2 d'Intervieweur. Et honnêtement, après déjà 14 invités, je suis trop content et donc je voulais vous remercier. Et quand j'ai eu l'opportunité, niveau timing, d'avoir un 15e invité, et en plus, vous allez le voir, un invité qui tombait extrêmement bien dans une actualité série, je vous en dis pas plus, vous allez vite comprendre, eh bien, je me suis dit, allez, un petit 15e épisode avant de partir en vacances, pourquoi pas ? Donc écoutez, ce soir, vous êtes dans le tout dernier épisode de la saison 2 et on va passer un très bon moment avec Mestre Thibaut que je vais rechercher dans quelques secondes. Pour l'instant, je vous fais la présentation, mais qui a gentiment accepté de participer et ça, c'est super chouette. Vous pourrez donc, après cette émission, aller rattraper tous les autres épisodes déjà sortis, les voir ou les regarder. Et je dis écoutez et voir parce que sachez que cette émission peut s'apprécier sous 3 formes: en direct avec vos questions sur Twitch, en best-of moins long sur YouTube, et puis en intégrale en audio sur toutes les plateformes de podcast. Et ça sortira en même temps que la version YouTube. Je vous rappelle le concept, un mélange entre mes questions, les questions réseaux sociaux, donc mon Discord, mon Insta, mon Twitter, mon YouTube, etc. Donc ça c'est fini, mais vous saurez pour les prochaines. Le chat évidemment, mes modos veillent au grain, merci à eux. Et puis s'il y a des questions qui sont pertinentes, qui arrivent au bon moment et qui peuvent être intercalées, avec grand plaisir. Voilà. Dans cette émission, je vais me perdre, je vais vous perdre dans tout un tas de sujets, poser des questions qui n'auront pas toujours de réponse ou la réponse attendue, et puis bien sûr vous faire découvrir ou redécouvrir mon invité. J'espère que vous êtes tous prêtes et prêts, et je regarde, est-ce que mon invité est prêt dans sa loge? Il peut me faire un petit signe s'il est prêt, ou me dire ok ou quoi que ce soit. Ça a l'air bon. Très bien, et bien écoutez, bonsoir. Bonsoir, ouais, trop bien. Déjà, bienvenue sur l'île, c'est la première fois. Merci. Ça fait très plaisir de te recevoir. Alors écoute, je vais te redire la même chose que je t'ai dit en off. Le but c'est que tu sois à l'aise, donc si à n'importe quel moment je dis pars dans une direction qui ne te va pas, tu me le fais comprendre. Tout simplement, déjà, comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. À fond dans cette saison d'House of the Dragon. Donc en plus, il commence à faire très chaud. Donc Ouais. entre les vidéos, les lives et tutti quanti, c'est vrai que ça vivement un petit peu la fin quand même parce que ça commence un peu à tirer en longueur, hein, tout ça. Tu m'étonnes, ouais, ça doit être l'habitude. hyper intense. Donc toi, période, trêve de suspense, tu t'appelles Mestre dans ton pseudo. Je pense que les fins connaisseurs du Trône de Fer auront compris que l'univers, on va dire, principal, à la base, on verra qu'il y a plein d'autres choses, c'est le Trône de Fer. On est en pleine diffusion de la saison 2 du spin-off House of the Dragon. J'imagine que c'est une période que t'as attendu, que t'as préparé, quoi. Ah oui, ça fait des années que je la prépare entre les vidéos sur le tournage, les théories, ce que j'attends dès qu'il y a des trailers. C'est vrai que la saison 1, elle datait de 2022 et là on est en 2024. Donc pendant 2 ans, j'ai dû vraiment ramer pour animer tout ça et puis essayer de tenir les gens en suspense, en haleine et tout. C'est vrai que c'est long. Trop bien. Bah écoute, on verra ça en détail, mais en tout cas, tu le fais très bien, puisque moi, quand j'ai partagé sur mes réseaux sociaux ta venue, j'ai plein de gens que d'ailleurs je ne soupçonnais pas du tout de te suivre, qui m'ont dit ah bah oui, mais je fais mes débriefs d'épisodes avec lui, ou je suis son contenu pour enrichir l'expérience. Merci à eux. Trop cool, carrément. Donc évidemment, je le dis, mais je vais le redire, allez voir si vous ne connaissez pas, ou si vous avez lâché, c'est le moment de reprendre. Allez voir le contenu de Mestre Thibaut sur les différentes plateformes. Et alors écoute, je vais te poser la question, vous avez 4 heures, que je pose à tous mes invités quand ils arrivent. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours sur internet, de ton plus vieux souvenir jusqu'à maintenant? Ah ouais, si tu me fais remonter aussi loin, mais on n'a pas fini là. Alors déjà, on a le temps, et en plus, libre à toi, tu peux éluder, tu peux mentir, tu peux faire des retours dans le passé, c'est totalement libre. Ouais, pas de souci. Du coup, alors je vais pas te mentir, j'ai un peu triché aussi, hein. Ok. Parce que j'ai vu un petit peu comment tu fonctionnais, et du coup je me suis un peu préparé et je me suis creusé les méninges et je me suis dit mais effectivement, quand il va me poser cette question, qu'est-ce que je vais lui dire? Parce que voilà, il faut savoir que j'ai 33 ans, donc je me considère comme un
vieux d'internet, hein, Ok. mais bon. Ok. Je me suis posé la question, quel est mon plus vieux souvenir? Et le plus vieux souvenir que je me rappelle d'internet d'une manière générale et de mon approche avec internet, ça devait être en 2004 ou 2003 ou 2005, dans ces eaux-là. Je devais être en cinquième, quelque chose comme ça. Bah, j'avais commencé un petit peu tout ce qui était Skyblog, tout ce qui était YouTube aussi. Je crois que YouTube, c'est arrivé dans les années 2006, 2005 par là. Ouais. Et Dofus aussi, c'est les trois Ah. souvenirs les plus lointains que j'ai. C'est vraiment les trois souvenirs. Alors Dofus, c'est pas un souvenir forcément joyeux parce que je me suis fait voler mon compte, comme beaucoup de personnes. Ok, on a la même adolescence, Ouais, je crois. Ouais, bah oui, bah en fait, c'était du style je donne 100 kamas, donne-moi ouais. ton compte. Il m'a donné 100 kamas et j'étais tout content. Après, il me dit, bah vas-y, tu veux 1000 kamas, et j'ai plus jamais revu mon compte. Oh merde. Ok. Vraiment dans la violence, mais c'est pas grave, c'était très drôle. Et mon parcours sur internet, bah, il est simple en fait, je suis un immense fan de cinéma et Ok. depuis toujours j'ai adoré le cinéma. Bah, en fait, j'ai eu le parcours classique YouTube où je regardais vraiment des parodies, des vidéos sur un petit peu tous les personnages. Donc en 2006, c'était Eragon, Le Seigneur des Anneaux, Narnia, des trucs comme ça. Et du point de vue YouTube, bah, mon premier vraiment gros crush entre guillemets sur YouTube, c'était Mosinor. Je sais pas si ça te rappelle des souvenirs. bien sûr, Ah, tu bien vois, sûr. j'ai dit Mosinor, ça y est. Sur Dailymotion même à une époque, non? Mais je veux pas dire de bêtises, mais je sais pas si c'était sur Dailymotion ou YouTube. Ça dépendait Donc, du lesquels. coup, Quand on cherchait les spécifiques, parfois oui. elles étaient virées. Ouais. Et puis il y avait ça, donc c'était Mosinor avec les parodies de Rambo, de Terminator, enfin vraiment, c'était tout ça que j'adorais vraiment à cette époque-là. Et puis je m'étais fait vraiment une playlist de vidéos à suivre. Et juste après, bah, j'ai bifurqué très rapidement sur tout ce qui était Skyblog, comme beaucoup, je pense. Oui. Un Skyblog, tout ce qui était cinéma, où je partageais mes passions sur le cinéma d'une manière générale. Après, j'ai un peu bifurqué. J'ai eu pendant quelques années une période où je regardais beaucoup de films d'horreur. Ok. Je devais me chercher, donc j'ai regardé tous les Freddy, les Vendredi 13. Vraiment, j'ai regardé des trucs, mais je sais même pas comment j'ai pu regarder avec mon plus gros trauma qui s'appelle Cannibal Holocaust. Aïe, je vois. Un traumatisme ultime. Et après, donc, j'ai bifurqué un petit peu sur YouTube d'une manière générale à regarder les JDG, les Squeezie, voilà, les classiques comme tout le monde, Ok. les Antoine Daniel, tout ça dans les années 2010. Mes années 2015, j'ai vraiment fait très très condensé, très light. Hein. Ouais. Mais les années 2015, c'était plutôt YouTube un peu plus différemment, dans le sens où je regardais un peu plus de vidéos analyse, théorie, ce qui correspond aussi avec le début de mon aventure sur YouTube. C'est aussi une période où j'étais beaucoup sur des forums, notamment des forums d'Allociné, où j'étais très proche de personnes sur la communauté Jurassic World. Je suis un immense fan de Jurassic. Ok. Un immense fan de Jurassic. Et du coup, je parlais beaucoup avec les gens. Je commençais à faire du montage aussi parce que j'attendais beaucoup le film Jurassic World 4, donc Jurassic Park 4. Et pendant des années, on s'était fait une sorte de communauté où on parlait, et je commençais aussi à faire des fausses bandes annonces sur Jurassic World où je prenais des images, des vidéos. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à tâter un peu le montage. Alors, sommairement sur Movie Maker. Hein. Movie Maker, c'est mon crush pendant longtemps. Voilà, comme je t'ai dit, le micro, Movie Maker, donc Paint, Movie Maker, pendant très longtemps, ça a été mes crushs. Et après, 2016-2015, c'était Game of Thrones, j'étais déjà dedans, dans le bain, j'accrochais beaucoup à la série. Et la saison 6 de Game of Thrones m'a tellement plu que je me suis dit, vas-y, je vais lancer une chaîne YouTube, je vais l'appeler Game of Theory. Au début, c'était les théories du trône de fer. Hein. Plus long tu meurs. Comme ton adresse mail pro, quoi, finalement. Exactement, mon adresse mail pro n'a pas bougé, c'est resté les théories du trône de fer. Et du coup, au début, je faisais des théories un petit peu sur Game of Thrones, uniquement des théories, genre la saison 6 était terminée, qu'est-ce qu'on va voir dans la saison 7. Et de fil en aiguille, ça a marché. Et puis, petit à petit, je me suis dit, c'est cool de raconter des théories, mais l'univers est vaste, il est grand, est-ce que ça serait pas mieux de raconter autre chose? Et comme j'ai une formation de géo-historien, parce que j'ai fait des études dans l'histoire et la géographie, du coup, j'ai lancé des rubriques qui s'appellent Histoire et Géographie. Pour ne pas... J'ai pas fait éducation civique à Game of Thrones, ça je vous rassure. Mince, il y avait des choses à dire. Et du coup, effectivement, ça a marché parce que je me suis dit, l'univers est cool, je vais raconter des histoires, parce que les théories c'est cool, mais je raconte toujours la même chose. Et là, ça a encore plus pris, et c'est là que j'ai décidé de changer mon nom en devenant Maître Thibaut, parce que le maître dans l'histoire de Game of Thrones, c'est le personnage qui raconte les histoires, qui transmet des informations. Donc c'était plus dans cette dynamique-là.
que j'ai voulu un petit peu raconter des histoires parce que c'était mon métier à l'époque, l'enseignement. Donc j'ai toujours aimé raconter des choses, transmettre des informations et c'est ça qui m'anime toujours encore. Donc voilà un petit peu mon parcours de manière synthétique. Ouais, écoute, ça paraît très logique maintenant que tu l'as expliqué comme ça. Voilà. Aussi bien sur le côté un petit peu vulga que sur le côté vraiment, tu vois, point par point avec des chapitres, etc. Bon, c'est un truc qui, c'est un truc qu'on reconnaît un peu la méthodologie, en tout cas que tu décris. J'ai été un peu fouiné sur ta chaîne. J'ai vu que ta première vidéo était sortie en janvier 2017. Donc c'est pas la première. Alors la première, oui, j'y arrive que, à mon avis, la première que tu as laissée visible, parce que si je dis pas de bêtises, si j'ai bien compris de ce que tu dis, des commentaires et tout, tu as peut-être, on va pas dire renié, mais en tout cas enlevé les premières que j'imagine tu trouvais moins bien ou du début de ta chaîne. Tu nous diras ça. Oui. Et du coup, donc cette vidéo, elle tombe en janvier 2017, soit 6 mois avant la sortie de la saison 7. Est-ce que ça a été dur de prendre, entre guillemets, en grosses guillemets, le train en cours? Est-ce que des fois tu t'es dit j'aurais aimé arriver plus tôt dès le début de Game of Thrones, ou est-ce que non, de toute façon ça s'est fait comme ça et Ah bah oui, totalement, hein. C'est-à-dire qu'en fait je suis arrivé concrètement, ma première vidéo elle est sortie en octobre. J'ai créé la chaîne en octobre et la première vidéo est sortie en octobre. La saison 6 de GOT, je crois qu'elle venait de se terminer depuis 2-3 mois, un truc comme ça. Et du coup j'ai lancé mes premières vidéos. Alors la raison, il y a du juste dans ce que tu as dit. Quand je les ai supprimées, en fait c'est parce que déjà d'une part elles attiraient énormément le robot Content ID, parce que j'utilisais full image, full musique, et du coup j'en avais marre d'avoir alerte tout le temps. Donc au début je les ai mis en privé, et puis après le robot continuait, donc je les ai supprimés, et malheureusement je les ai pas gardés. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé les garder. En plus les premières vidéos, donc au moins jusqu'en 2017, mon micro en fait c'était mon iPhone 5. Donc c'est te dire vraiment à quel point je suis allé comme ça. C'était un truc de fou. Et quand je suis sorti de la saison 7 en 2017, donc ça devait être vers octobre, là j'ai été partagé par un youtubeur qui s'appelle Didi Chandouidoui, un très gros youtubeur. Les théories forcément ça lui parlait. Théories, oui. Et puis c'était un youtubeur qui était en pause, mais qui sortait de sa pause à ce moment-là. Donc du coup, comme il m'a partagé, je me suis dit oh là là, je me suis pris genre 500 abonnés d'un coup et j'étais pas loin des 10 000. Et là je me suis dit ah ouais, là déjà ça commence à devenir un peu sérieux. On va peut-être acheter un micro, donc le fameux beurre du aimant, et là on va un petit peu plus investir, tout ça. Mais non, en fait c'est vrai que prendre le train en marche c'est particulier parce qu'il y avait déjà des grosses chaînes qui faisaient de la vulga. Il y avait donc Captain Popcorn, qui n'était pas Captain Popcorn à l'époque, qui était The Grand Test. Donc effectivement il était déjà très installé, et c'est vrai que se faire un petit nid quand il y a déjà quelqu'un, c'est pas évident. Blague à part, c'est rigolo que tu le cites, parce que moi ça fait partie des youtubeurs que je suis. Il te fait souvent des petits clins d'œil en disant comme dit Maître Thibaut dans sa dernière vidéo et tout. Donc pour le coup j'ai l'impression en tout cas je l'ai vu là il y a 2 épisodes de House of Dragon, je crois qu'il te cite en disant à vérifier dans lequel exactement, tiens, en revoyant la vidéo de Maître Thibaut, c'est vrai qu'il y a ça, enfin genre du coup pour moi j'ai pris ça comme un on va pas dire un adoubement parce que t'es un gros youtubeur aussi, mais disons une petite passe donc j'irai voir, parce qu'en vrai je regarde très peu la concurrence, je regarde pas trop justement pour pas être influencé, tout ça. Écoute, si je retrouve le lien en question, je te le filerai, mais écoute, en tout cas voilà, moi dans ma tête j'ai imaginé toute une bromance en mode vous connaissez et tout, mais donc on se connaît, on a déjà fait des lives, on a déjà discuté, je l'ai invité en vidéo sur une vidéo Game of Thrones, on a chatté plusieurs fois, on doit s'écrire pas beaucoup parce que je sais qu'il est très demandé et qu'il est très très aussi pris par ses activités, donc c'est normal aussi, mais on chatte de temps en temps. C'est pas régulier, mais on chatte de temps en temps. Trop cool. Bah écoute, si un jour je monte une team des experts en trône de fer, un peu comme dans les films de braquage où je vais chercher chaque expert en histoire géo, ça sera toi, et puis peut-être que je sais pas sur quoi, ça sera Captain Popcorn. C'est le bienvenu d'ailleurs dans l'émission. Ok, trop cool. Écoute, moi j'ai une question quand même. Quand on regarde les univers que tu as étudié, on va dire étudié, parce que tu l'as quand même fait de façon très précise, t'as quand même une passion, j'ai l'impression, pour tout ce qui est la fantasy, de façon plus large. Ouais, la fantasy vraiment au sens littéraire, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'ordinaire. D'où est-ce qu'elle te vient? Est-ce que t'as quelqu'un qui te l'a inculqué? Est-ce que c'est tes premières lectures? Est-ce que c'est tes premiers films? En fait, d'une manière générale, j'ai toujours adoré le cinéma.
Et la fantasy, bah, avant les années 2000, tu penses savoir où je vais en venir, mais avant les années 2000, bah, mon rapport avec la fantasy était très discret, c'est-à-dire que je regardais un petit peu genre l'histoire sans fin, Willow aussi, le film Willow, de Ron Howard. Ah ouais, incroyable ce film. Et du coup, c'était un peu ça mon approche de la fantasy. Je ne connaissais pas du tout Le Seigneur des Anneaux, vraiment premier degré. Hein. J'avais 10 piges, hein, je connaissais rien. Bien sûr. Et du coup, quand Le Seigneur des Anneaux a débarqué en 2000, je crois que c'était 2001, 2002, 2003, bah, j'ai eu une claque monumentale. J'ai découvert un univers que j'ai vraiment adoré. J'ai commencé à jouer aux figurines Warhammer, Seigneur des Anneaux. Donc j'ai découvert aussi tout le délire Warhammer, mais vite fait, hein, très très vite fait Warhammer. Les jeux de rôle aussi. Et puis forcément après, il y a eu Narnia qui a débarqué. Il y a eu Eragon. Bon, le film Eragon est à chier. Hein, je suis totalement d'accord. Mais quand je l'ai vu, je connaissais pas l'univers et j'ai adoré le film. Et c'est après quand j'ai relu le livre, j'ai fait le livre est quand même incroyable. C'est vrai que le film est vraiment pas terrible. Et Narnia, bah aussi, c'est un peu la fantaisie un peu doudou, un peu gentil, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Donc, comme c'était un peu ma période adolescente, ça m'a beaucoup forgé et c'est là que j'ai vraiment adoré la fantaisie. Après, il y a eu le Hobbit qui est arrivé dans les années 2010. Puis Game of Thrones commençait un petit peu, mais c'était en mode, ouais, putain, c'est de la fantaisie un peu hard et tout, un peu trash, mais c'est un peu plus poussé, un peu plus écrit. Et là, vraiment, j'ai redécouvert mon amour pour la fantaisie et là, ça a été la consécration avec Game of Thrones, quoi. Ok, bah écoute, on a eu à peu près le même parcours en termes de, comme plein à mon avis, de personnes en France. Mais est-ce que t'as connu tout ce qui était les mondes des Whelan de Pierre Bottero? Ça te parle ou pas? C'est les sagas de fantasy qui sont très populaires en France, mais qui ne sont pas trop à l'étranger. Bon, tu ne fais pas partie Non, du tout. Alors par contre, en fantasy française, j'ai beaucoup lu. Alors peut-être que les gens connaissent, mais j'ai beaucoup lu L'Enfeuste de Troie. C'est une BD aussi, non? Si je dis pas de bêtises. C'est une BD, ouais. J'ai beaucoup lu les L'Enfeuste, les Trolls de Troie, les comment ça s'appelle, les Naufragés d'Ithaque, des trucs comme ça. C'est des trucs de Harleston, quoi. Mais j'aime beaucoup aussi tout ce qui est fantasy, science-fiction, cinéma policier. J'aime vraiment tout le cinéma d'une manière générale. Hein. Je suis un grand fan de cinéma. Hein. J'achète encore des Blu-ray. Hein. C'est te dire à quel point je suis un fan. Hein. Trop bien. Ma partenaire d'émission, on a déjà noté l'idée que si un jour on faisait une spéciale House of the Dragon ou Game of Thrones ou autre, on serait heureux de t'y inviter. Ou autre d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas que cet univers que tu connais. Toi, du coup, tu es un lecteur aussi, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as lu Le Trône de Fer? Bah en fait, Le Trône de Fer, oui, je l'ai lu, mais je l'ai lu très tardivement. Hein. C'est-à-dire que je crois que j'ai commencé à acheter les livres en 2017, un truc comme ça. Et quand j'ai vu que vraiment les vidéos sur l'univers, elles touchaient au domaine des livres, je me suis dit c'est un peu débile de pas acheter les livres Game of Thrones. Et c'est marrant parce que c'est à ce moment-là aussi où j'ai redécouvert la lecture. La petite question, c'est est-ce que tu penses, c'est dur à dire parce qu'on n'en sait rien, mais est-ce que tu penses qu'on verra ne serait-ce que le prochain tome, voire la fin de l'œuvre écrite du vivant de l'auteur? En 2022, il disait qu'il avait terminé entre 1000 et 1100 pages sur les 1500, donc pour moi, il a fini un très gros morceau. Le livre 7, je sais pas vraiment parce que déjà, il faudrait voir comment le livre 6 s'oriente parce que le livre 5 était tellement vaste et énorme que le livre 6 l'a encore plus perdu. Et je pense aussi qu'il va tuer beaucoup de personnages dans le livre 6 pour un peu plus se recentrer peut-être. Moi, je me dis pourquoi est-ce que ne pas expliquer qu'il a pris ce temps pour justement se dire je vais publier les deux limite en même temps, mais un peu coup sur coup et un peu en mode vous m'avez fait chier, mais voilà, je te sors le 6. T'en as parlé sur Twitter il y a pas longtemps, effectivement. J'ai envie de croire en cette théorie en tout cas. Je n'y crois pas en toute honnêteté, mais en fait c'est beau de vivre dans les rêves aussi. Tu sais comme moi que c'est le spécialiste de faire 15 milliards de projets en même temps et que à chaque fois qu'il fait un tweet sur un jeu de cartes ou sur une participation à un jeu de société ou je sais pas quoi, et les fans sont ouf. En même temps, quand t'as autant d'attentes devant toi, parce que je sais pas si t'as déjà fait un peu coïncider, il arrête de sortir des bouquins à peu près au moment où la série sort en fait quoi. Et il y a vraiment ce truc aussi de phénomène peut-être qu'il a, c'est dur parce qu'on n'est pas dans sa tête, mais qu'il a peut-être un peu dépassé quoi. Oui, je pense qu'il a été totalement dépassé par la popularité de son univers et qu'il n'avait pas anticipé que l'univers serait aussi populaire et que les gens seraient très demandeurs et que même lui serait autant chronophagé par Game of Thrones, clairement. Mais je pense aussi qu'il est intelligent et qu'il a pris ses précautions dans le sens où il a au moins peut-être le schéma narratif principal, le squelette, et après au pire c'est juste du brodage entre les trous. C'est vrai que ça existe des sorties posthumes comme ça avec des gens qui finissent ou qui complètent. Évidemment les fans espèrent que ça sortira de son vivant. En tout cas ça fait je crois qu'on a fêté les 12 ans très récemment là de 13.
13 Ouais, d'attente. En fait, c'était 2011, ouais. Ouais, ok, bah voilà, donc très bien. Bah écoute, voilà, ça c'était la petite parenthèse sur l'auteur. Moi, j'ai une question un peu que j'avais envie de te poser, même si ça s'applique à beaucoup d'univers. Est-ce que tu crois que pour parler d'un univers, on va dire pour créer du contenu sur un univers, est-ce qu'il faut forcément l'aimer? Moi, je suis très analyse dans le sens où l'univers me plaît et j'ai envie de partager un peu cette passion avec les gens. Et je t'avoue, je vais dire une connerie, mais genre l'univers, je sais pas, Marvel, j'apprécie, mais je suis pas non plus un suiveur dans le sens où je regarde tous les épisodes, tous les films et les trucs comme ça. Je me voirais pas du tout me lancer dans un délire de vidéos sur l'univers Marvel, tu vois. Je pense pas que je serais assez capable. Et en fait, il y a aussi un truc que j'ai appris un petit peu à mes dépens et que je continue à avoir, et je sais pas si c'est bien, je n'aime pas ne pas maîtriser mon sujet en fait. Même si des fois je le dis en vidéo en mode je suis pas sûr, à vérifier, bah des fois je suis un peu frustré dans le sens où je me dis je connais l'univers, mais j'ai pas pensé à telle chose ou tel truc, et du coup ça me bloque et ça peut m'énerver. Donc c'est pour ça aussi que j'aime bien maîtriser l'univers et me lancer dans un truc. Après, Dune et le Seigneur des Anneaux, quand je me suis lancé dans Dune, c'est très récent, mais le Seigneur des Anneaux, quand je me suis lancé en 2020, je connaissais grosso modo l'univers, mais je n'étais pas non plus dans la technicité. Donc quand je me suis lancé, j'ai vraiment essayé de faire le plus de recherches avant de faire des vidéos, d'y aller à tâtons aussi, de faire des sujets assez accessibles pour ensuite aller vers plus de technicité. C'est ce que je fais aussi avec Dune, c'est ce que je fais avec plein d'univers à chaque fois. Est-ce que tu te verrais aujourd'hui, je ne sais pas, il y a une série qui sort, qui est de l'heroic fantasy ou qui est de la SF qui te parle, tu la connais pas du tout, te lancer avant de, on va dire épisode par épisode, avant de t'en être fait un avis peut-être sur une saison, tu pourrais est-ce que peut-être t'as même des choses en vue, des univers que tu vas essayer de suivre? En fait, j'ai failli le faire il y a pas si longtemps, j'ai failli me lancer dans comme ça un peu à l'aveugle quand il y a eu le film Donjons et Dragons qui est sorti, le dernier, parce que du coup c'est une licence iconique de l'univers fantasy, c'est même un pilier de la fantasy, Donjons et Dragons, et j'ai failli me lancer dedans, mais quand j'ai vu le film, j'étais content, j'ai trouvé le film très sympa, mais j'ai pas non plus été en mode la dinguerie, la masterclass, il faut que j'en parle. Du coup je me suis dit je me vois mal dire que le film est une dinguerie alors que je l'ai trouvé plutôt sympa, mais j'ai pas non plus été enjaillé comme beaucoup. J'ai essayé un petit peu de fouiller avant, de faire un pré-travail pour me dire je vais essayer de présenter genre les grands méchants, je crois qu'il y avait Tiamat, un truc comme ça. Je me suis dit vas-y, je vais essayer de faire des vidéos un peu en mode sur les dragons, et quand j'ai commencé à me lancer dans l'univers Donjons et Dragons, j'ai été largué, j'ai rien compris, c'était trop compliqué parce qu'il y a des extensions, des trucs, tout le monde y a mis un peu son truc, et je me suis dit c'est trop compliqué, et du coup j'ai fait une rubrique dragon de Game of Thrones que je maîtrisais plus facilement. Donc c'était un peu ça la porte d'entrée, mais au final tu vois ça bouge pas mal encore à chaque fois. Alors moi j'ai une question, alors tu y réponds si tu le souhaites, mais ça m'intéresse. Est-ce que tu vis de YouTube à plein temps? Est-ce que c'est ton métier à plein temps de cette activité YouTube? D'accord, ok. Non. J'ai un CDI à côté de 39 heures. Wow. Donc respect. Donc j'ai pas de vie, Bah oui, bien sûr. Bah écoute, déjà je suis, alors tu vois là, moi ça me paraissait pas possible en termes de temps que tu aies un métier avec autant d'heures à côté. Donc déjà, je sais pas comment tu fais, parce que pour le vivre à 1% de ce que tu vis, je trouve ça impressionnant. On va faire des maths ensemble, je sais pas si tu l'as déjà calculé. Tu as sorti et tu as laissé en public actuellement 429 vidéos. Et encore, tu en as mis en privé ou supprimé certaines. Donc là, on va calculer un truc qui est... Une bonne quinzaine, je pense. Entre 15 et 20 vidéos. Ouais, entre 15 et 20 vidéos privées, facile. Écoute, ça veut dire qu'en 7 ans, tu as sorti une vidéo tous les 6 jours. Donc moi, la question que je me pose, c'est comment on tient ce rythme en fait? En fait, au début, pendant quasiment de 2016 à 2019, je faisais beaucoup de vidéos parce que j'avais un peu un boulot, mais j'avais pas non plus un boulot très régulier, donc j'avais petit CDI qui m'occupait, mais pas non plus 39 heures. C'était un peu mon cocon, donc je faisais beaucoup de vidéos et je prévoyais, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de vidéos de prévues à l'avance. J'avais une voire 2 vidéos d'avance. Wow. Ça s'est perdu avec le temps, forcément. Entre-temps, il y a eu le CDI qui est arrivé et tout ça. Maintenant, je fais des vidéos quasiment le week-end, c'est-à-dire je travaille du mardi jusqu'au samedi midi. Donc ça, c'est le côté CDI. Donc de 8h jusqu'à 17h, on va dire 8h, 18h quasiment. Donc je travaille des fois le soir aussi. Et puis après, c'est le week-end, quasiment. Donc Game of Thrones, c'est pratique. House, ça sort le lundi. Donc c'est mon jour de repos. C'est parfait. Le Seigneur des Anneaux, ça sort le vendredi. Donc c'est pas forcément idéal. Des fois, je vais pas publier de vidéo pendant 15 jours. Et d'un coup, là, tu vois, House, je publie 1 à 2 vidéos tous les 3 jours parce
que Ouais. l'actu fait que. Bien sûr. Mais après, ça ne m'empêchera pas de prendre des vacances et de rien faire pendant 15 jours, tu vois. Donc, Ouais, il faut parfois. Ok, bah écoute, je comprends mieux. Alors, c'est encore plus impressionnant avec les détails. Du coup, moi, la question que je me pose, alors tu réponds si tu le souhaites, mais est-ce qu'il y a eu des tournants? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu aurais pu faire ça à plein temps? Ou est-ce que c'est un choix d'avoir gardé un métier? Ou est-ce que non, c'est l'équilibre que tu as trouvé parce que de toute façon, tu pouvais pas vivre que de ta chaîne? Enfin, en gros, voilà. La question qu'on se pose, c'est est-ce que tu aimerais être full YouTube ou est-ce que non, tu as trouvé ton équilibre comme ça? Bah, en fait, concrètement, financièrement, je pourrais être full YouTube. Concrètement, je pourrais. Ok. La région où je suis à côté de la Suisse, hein, donc à côté Ok. de Genève. Ok. Pour te donner un ordre d'idée, un T2, hein, donc j'habite dans un 42 mètres carrés. Hein, là, il y a mon lit à côté. Hein, il y a mon lit à côté, hein, littéralement. Hein. Le T2, je le paye 770 balles. Donc, ouais. donc tu vois, il y a ça aussi. Donc effectivement, voilà, je sais comment ça marche. Je sais que les gens ici sont plus rassurés dès que tu as un sain CDI, hein, forcément, que si tu leur dis je fais des vidéos en calbar devant mon PC, ils vont péter un câble en se disant je comprends rien. Je vais essayer d'acheter un appartement ou une maison, quelque chose, tant que j'ai le CDI. Et après, une fois, je vais essayer de trouver un équilibre. Vu que j'aurai un crédit à payer, très certainement, j'aurai une rentrée d'argent après avec YouTube. Donc je me dis, essayer de trouver un équilibre dans ce sens-là, ça peut être plus intéressant. Pour l'instant, je préfère garder cet équilibre autant que je peux, mais effectivement, ma vie sociale est en très grosse parenthèse, c'est-à-dire que je vis boulot, je mange boulot et je fais des sorties quand même, hein, je ne m'empêche pas. Mais c'est vrai que je bosse quasiment 6 jours sur 7 par semaine. Je n'ai peut-être qu'un jour de repos, à peu près. Moi, ça m'intéresse un peu de savoir comme tu as commencé en 2017, et 2017 sur YouTube, c'est quand même presque une autre époque maintenant qu'on est en 2024. Est-ce que tu vois une différence avec ce qu'était, on va dire, YouTube en 2017 et ce qu'est YouTube maintenant en 2024? Ah bah oui, déjà du point de vue de tout, c'est-à-dire qu'en 2017, littéralement, quand je faisais mes vidéos histoire entre 2017, 2018 et un petit peu 2019, je pouvais utiliser des musiques Game of Thrones sans aucun problème. Maintenant, je ne peux plus. C'est même pas la peine d'y penser. Quand j'utilise une musique House ou Game of Thrones, je suis striké. J'ai des claims sur les droits d'auteur. Les extraits vidéo, avant, je pouvais utiliser 2 minutes comme ça sans problème. Maintenant, c'est même plus la peine. Il faut que j'utilise 10-15 secondes, que je tords l'image, que je fasse des zoom, que je mette du flou, ou alors que je fasse l'effet miroir. Donc il y a tout ce côté-là qui rentrait en ligne de compte. Et puis forcément aussi, il y a le côté un peu 2017, j'ai envie de dire. J'avais, je sais pas, moins de 10 000 abonnés. Donc dans ma tête, c'est en mode, je peux dire une connerie, je peux dire pas un N-word ou des trucs comme ça, mais je peux dire des choses un peu plus light. Un peu plus clivantes ou un peu plus... clivante parce que je suis personne. Maintenant, dans ma tête, je suis en mode ok, il faut pas que je dise des dingueries, il faut pas que je dise n'importe quoi. Même des fois, je dis le mot putain, tu sais, et ça, c'est mon côté toulousain, j'arrive pas à l'enlever. et des fois, je me dis, est-ce que je le censure ou pas? Allez, laisse-le, allez, c'est débile, laisse-le. Donc, oui, non, j'ai vu qu'il y a quand même pas mal d'évolutions sur la mentalité, le rapport à YouTube d'une manière générale. C'est vrai que quand je faisais des vidéos avant, on me disait rien quand je mettais une publicité. Maintenant, j'en mets 2 espacées de 5-10 minutes. J'ai plein de gens qui me disent publicité et tout, mais j'ai envie de dire, mais tout le monde fait ça. En fait, c'est ça. Moi, la conception que j'ai de YouTube, et c'est d'ailleurs pour ça aussi, je sais pas si t'as vu, mais je réponds beaucoup aux gens. J'essaye de répondre beaucoup aux gens. Et j'interagis beaucoup. Et en fait, moi, YouTube, en fait, je le conçois comme un espace d'échange et de discussion. Et je discute beaucoup avec les gens parce que j'aime bien discuter. C'est mon côté social, où j'aime beaucoup dialoguer, discuter, échanger des idées. Dans le respect, hein, bien sûr, si c'est pour s'insulter, c'est pas la peine, hein, je bloque et puis on n'en parle plus. J'aime beaucoup discuter avec les gens et j'aime beaucoup inviter les gens au dialogue et c'est toute cette interactivité que j'apprécie avec les gens. Et quand je fais des conventions, les gens beaucoup me disent tu m'as répondu un jour. Alors forcément, je me rappelle plus. Forcément, pour eux, c'est assez sympa dans le sens où quelqu'un leur a répondu, c'est dynamique, je leur dis merci. Je suis là grâce à eux et c'est aussi important qu'ils sentent un peu cette reconnaissance-là. Moi, je veux pas être vu comme quelqu'un d'inaccessible, je suis quelqu'un d'assez accessible dans le sens où je discute un peu avec tout le monde sur Twitter. Forcément, des fois, je peux pas répondre parce que je suis tellement sollicité à gauche à droite. Donc c'est ça aussi, moi j'aime beaucoup cette interaction-là, le côté YouTube, le côté commentaire. Je me vois pas fermer l'espace commentaire, même sur des vidéos Seigneur des Anneaux, Rings of Power, où c'est le bordel à chaque fois, où les gens insultent dans tous les sens. Je vais quand même un peu au conflit, dans le sens où je me bats, mais je vais un petit peu plus au fronton avec les gens, je vais un peu plus au frontal, je vais discuter, je vais argumenter, je vais dire oui, la série, elle a ses défauts, mais elle a aussi ses qualités, il y a ça, et j'essaye d'apporter un peu de nuance aussi, et c'est
ça que j'essaye d'apporter aux gens. Très clairement, j'ai 2 types de créateurs qui viennent dans l'émission, ceux qui ont explosé ou qui ont créé leur chaîne pendant le confinement, et ceux qui existaient avant, et soit c'était c'est horrible à dire parce qu'évidemment c'était une période dramatique pour plein de gens, mais toi ça a été plus compliqué en termes de pour la chaîne et pour peut-être toi humainement et en création, ou est-ce que non, c'était où t'as senti un pic de gens qui du coup étaient un peu désœuvrés et qui venaient voir les vidéos En fait 2020 déjà moi je n'ai pas connu le confinement, j'ai été confiné littéralement une semaine, hein. Donc en fait j'étais au boulot tout le temps, donc je n'ai pas connu le confinement, donc je n'ai pas connu cette période un peu bizarre où les gens étaient fermés chez eux. Donc en fait moi du point de vue YouTube, ce qui m'a vraiment entre guillemets perturbé, c'est que déjà tous les studios de cinéma, les séries, tout ça s'est vraiment verrouillé. YouTube aussi, c'est pas mal verrouillé dans le sens où financièrement ils ont vraiment serré la vis. Ils ont beaucoup réduit les financièrement, donc c'est vrai que YouTube en 2020 c'était pas évident, et c'est là aussi où j'ai malheureusement décidé de lancer mes vidéos Seigneur des Anneaux qui ont cartonné, qui ont beaucoup marché. Et effectivement il y a eu toute cette dynamique là. Après 2020 il y avait encore le Covid, mais les tournages commencent un petit peu avec les masques et tout ça, et c'est là où j'ai commencé à ressentir un souffle. Et 2020 je me suis posé des questions, je me suis dit mais ok, The Witcher c'est terminé, mais une série Netflix n'est pas exploitable YouTubement parlant aussi facilement que du Game of Thrones où là t'as du contenu toutes les semaines, donc tu peux tenir les gens en haleine par ta vidéo. Là Witcher c'est une vidéo et toute la hype elle est terminée en une semaine, donc c'est différent. Et en fait 2020 je me suis posé des questions, je me suis dit mais s'il n'y a pas de Game of Thrones qui revient, je pense que la chaîne elle va pas mourir, mais progressivement je vais l'amener à mourir dans le sens où je ne vais pas y arriver. Et 2021 les tournages l'ont repris, House of the Dragon a été annoncé, il y a eu beaucoup de choses qui a commencé aussi à ce niveau-là, il y a eu tout un pré-travail, le Seigneur des Anneaux a commencé, et là je me suis dit ok, je vais tenter d'animer un peu une attente autour des gens en mode je vais faire des vidéos lore, je vais préparer tout ça, je vais faire des vidéos théorie en mode qu'est-ce qui s'est dit sur les réseaux, tel acteur a dit ça, tel acteur, donc ça pourrait être ça. Et ça a pris, et j'ai retrouvé un peu goût au travail. Et 2022, là avec les séries qui étaient revenues, c'était super, et là j'ai commencé à me dire ok, j'ai trouvé une dynamique, pendant 2 ans je vais rien faire, il va y avoir des nouvelles séries, il va y avoir Witcher, il va y avoir ça. Et là je me suis lancé dans plein de choses, et comme je me suis diversifié, il y a toute cette dynamique là qui s'est lancée, et maintenant j'ai plus de perspectives. C'est-à-dire que certes typiquement The Witcher, la série est en train de mourir parce que l'univers ne plaît plus, les gens n'apprécient plus, et je peux comprendre parce que l'univers est mal exploité, mais d'un côté j'ai récupéré Dune qui est à mon sens plutôt bien exploité par Warner, il y a tout l'univers avec la série qui va arriver, donc il y a tout ça aussi en préparation, alors qu'avant comme j'étais uniquement Game of Thrones, j'avais pas forcément toutes ces perspectives là en fait. Et maintenant quand tu regardes, c'est reparti depuis House of the Dragon, tu vois une vraie diff depuis dans les 2 dernières années quoi. Ah oui totalement, c'est-à-dire que c'est marrant parce que des gens débarquaient sur ma chaîne en mode ah mais t'es encore là, et j'étais en mode mais je suis jamais parti en fait. Je vois. Et c'est marrant, de toute façon c'est typique, hein, ces gens, j'ai 190 000 abonnés mais j'ai pas 190 000 vues à chaque fois. Bien sûr. Je dois avoir un noyau dur de 30-40 000 personnes qui regardent les vidéos. Après c'est des gens qui sont captés comme ça, qui ne s'abonnent pas. Est-ce que t'as déjà pensé à sortir soit un autre contenu, soit ce que tu fais en version podcast tout simplement sur les applis, ou est-ce que t'as pas envie de trop peut-être splitter les vues et les écoutes? En fait j'ai déjà voilà, il y a ça, et puis surtout je ne connais pas le podcast, je sais pas comment ça marche, je sais pas s'il faut juste que je m'enregistre en parlant non-stop, ou alors est-ce qu'il faut que je fasse un montage avec une musique, avec des cuts ou pas, en fait. Les deux existent. Question un peu bateau, t'as commencé à y répondre, mais si aujourd'hui quelqu'un vient te voir, alors que ce soit en convention sur les réseaux sociaux, et te dit voilà, j'ai envie de me lancer à créer du contenu sur internet, qu'est-ce que tu lui conseilles? Alors on a compris la vidéo d'Antoine Daniel sur conseil youtubeur qui était un très bon conseil. Est-ce qu'il y a d'autres choses, ou est-ce que même tu lui dirais ne le fais pas, on est en 2024, c'est trop tard sur YouTube? En fait, déjà, je lui dirais qu'est-ce que tu voudrais faire comme vidéo, parce que forcément, il y a certaines thématiques qui sont bouchées, hein. J'ai envie de dire le gaming. Je pense que ça peut être sympa du gaming, mais genre si le mec me dit je veux faire du gaming Fortnite, je vais lui dire c'est un peu dead le gaming Fortnite. Il y a tellement de youtubeurs, même des fois je vois passer des gens à 1 million d'abonnés, je fais mais c'est qui? Je fais c'est qui ces gens? Par contre, s'il me dit ouais je veux faire des vidéos Game of Thrones mais j'ose pas, je lui dirais mais lance-toi. J'ai même découvert des petits youtubeurs là qui ont moins de 1000 abonnés ou 2-3 000 et qui font des vidéos Game of Thrones, qui font du lore, qui font des vidéos sur l'univers, et c'est tout aussi complémentaire que moi. En fait, je
je prétends pas avoir la parole sur l'univers, et si des gens veulent se lancer sur Game of Thrones, The Witcher, sur plein de choses, il faut y aller, faut se lancer. Après, faut se sentir suffisamment à l'aise, faut pas avoir peur des critiques. Forcément, il y a des gens qui vont te dire ouais mais c'est nul, ou ils vont te dire ah t'es moche, ou ouais on t'entend pas. Forcément, c'est normal, hein. Mes premières vidéos, si je les regarde, elles sont dégueulasses, hein. T'es d'accord que c'est pas anodin, souvent les youtubeurs disent ça, ce n'est pas anodin de s'exposer publiquement sur internet, quel que soit le contenu. Il y a toujours un peu une sorte de, peut-être pas de mise en danger, mais en tout cas de prise de risque dans l'exposition. Et il faut pas la banaliser non plus, quoi, j'imagine. Oui, non, tout à fait. Là-dessus, moi, c'est pour ça que ma vie privée, je reste très évasif là-dessus. Je parle beaucoup de mon passé, mais pas trop de ce que je fais actuellement. Ok. Mais d'une manière générale, il y a tout ça aussi, c'est-à-dire que faut penser à soi et se protéger. C'est vrai que moi, j'ai commencé YouTube, donc mes vidéos YouTube en 2016. J'ai commencé à me montrer en facecam, je crois que c'était en 2019. Hein. Donc j'ai vraiment tardé, peut-être même fin 2018. Hein. Donc vraiment, j'avais mis du temps. Ouais, 2018, je pense. C'est bien aussi d'avoir un côté un peu plus humain derrière. C'est ça aussi qui fait le charme de la chose. Après, je comprends aussi qu'il y ait des youtubeurs qui ne veulent pas de faire de facecam parce qu'ils ne sont pas à l'aise, parce qu'ils n'aiment pas l'exercice, parce que ils n'ont pas un beau setup, ils n'ont pas de matériel, et c'est tout à fait admirable aussi. Hein. Je connais des youtubeurs, ils ont 200-300 000 abonnés, ils font que de la voix off. Tu as parlé de conventions tout à l'heure, tu as parlé d'événements. Est-ce que grâce à cette chaîne YouTube, tu as fait des rencontres cool dans la vie, alors que ça soit des créateurs ou créatrices de contenu, que ça soit des abonnés, que ça soit des amis ou des connaissances que tu t'es fait via internet? Est-ce que tu as rencontré des gens cool grâce à... Ah bah oui, totalement. J'ai pu discuter avec des gros youtubeurs, avec des gens qui sont très sympas, j'ai pu faire des feats avec eux. J'ai même des amis sur YouTube avec qui je suis très très proche et on s'entend très bien. On a fait plein de vidéos ensemble, on a fait des conventions ensemble, on s'adore et on se chatte sur Twitter, mais quasi tous les jours. Donc ce sont mes bros, hein, là-dessus. Donc c'est vrai qu'il y a tout ce côté-là. Et puis même en convention, hein, j'ai découvert des gens en convention, j'ai découvert des youtubeurs, des gens qui me connaissaient, des gros youtubeurs qui sont en mode ah, super, ça fait plaisir de te voir, vas-y petite photo, et toi t'es en mode choqué. Des gens après qui t'envoient des trucs en mode ah, j'ai sorti un bouquin, tiens je te l'envoie. Donc tu rentres un peu dans le système et c'est marrant de rentrer par rapport à ça. Et puis forcément après t'as des contacts avec Warner Bros, avec Netflix, Amazon, t'as des invitations à gauche à droite. Je refuse énormément de trucs parce que forcément je suis dans une région qui est mal desservie, je vis pas sur Paris. Ouais. Si j'étais sur Paris, je serais le kit parfait du petit influenceur, hein, c'est-à-dire que j'irai voir tous les Spider-Man, j'irai voir les Doctor Strange, les Gen V, je serai invité partout au vernissage des derniers Blu-ray, des trucs. Mais voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse pour l'instant. Et puis comme je suis loin, c'est pas un truc de faire du name dropping ou du visage comme ça. Mais par contre, des conventions, j'aime bien parce que j'aime bien aller voir les gens, faire des petites conférences, rencontrer les abonnés, discuter. Et j'essaye de faire aussi des conventions un peu partout. J'en ai fait j'ai fait Bordeaux plusieurs fois, j'ai fait Lyon, j'ai fait Toulouse, j'ai fait Thonon-les-Bains à côté de chez moi. J'ai pas fait Paris, mais Paris, j'ai fait une convention privée Game of Thrones où tu rencontrais des acteurs de Game of Thrones où tu payais. Hein. Ouais. J'ai payé, hein. C'était quasiment 500 balles l'entrée, mais j'avais l'occasion de parler avec les acteurs pendant 1-2 minutes, 30 secondes. T'avais un petit autographe, une photo, donc c'était un côté un peu privilégié. Mais il y a tout le côté merchandising aussi derrière. Okay. Mais du coup, effectivement, il y avait des gens qui me voyaient, je prenais des photos avec eux, je montais sur scène pour discuter. Donc il y avait tout ce côté-là aussi qui était très intéressant et que j'aimais bien. J'aime bien, en fait, moi j'aime bien avoir des interactions avec les gens, discuter, avoir des good vibes, les écouter me dire merci, j'adore ce que tu fais, c'est cool. Et c'est bien aussi de prendre cette dose de bienveillance des gens aussi. Sans être corrélé à la question d'avant, mais est-ce que si tu devais dire, voilà, si je te dis là, maintenant, c'est quoi ton meilleur souvenir sur Internet? Ouais, il y en a énormément, mais je saurais pas te dire précisément un événement précis, mais effectivement, forcément, quand j'ai eu les 100 000 abonnés, c'était un cap incroyable, t'es content, t'as le trophée, t'as le petit logo validé, donc forcément, t'as tout ça. Quand j'étais invité en convention aussi, c'était quelque chose parce que je voyais des gens, je voyais des youtubeurs, je voyais des
des potes youtubeurs que je connaissais depuis très longtemps. Et forcément, tu passes de l'écran à la réalité, c'est quelque chose parce que du coup, tu connais les gens, t'es content, tu rigoles avec eux, tu fais des soirées, donc il y a tout ce côté interaction et au-delà. Et puis même, il fut un temps, j'avais un Discord sur ma chaîne par rapport à ma chaîne YouTube. Bah, j'ai rencontré des abonnés quand j'étais à l'époque sur Toulouse. On a fait des soirées où je leur ai payé des coups, où on bouffait des trucs dans un petit resto tranquille à 2-3 personnes. On était 5-6, donc et j'avais 40-50 000 abonnés à l'époque. Donc il y avait tout ce côté un peu cool aussi, moi. Ok. Je suis pas quelqu'un qui me prend la tête. J'ai pas vraiment de bons souvenirs en particulier ou vraiment un moment incroyable sur Internet. Après, ouais, ça serait te mentir que de dire que je n'ai pas adoré jouer Oui. à Dofus, à Halo, à des trucs comme ça, à plein de jeux. Plein de choses quoi. Et puis Ok. même quand il y a une bande-annonce d'un film, je crois qu'aussi la bande-annonce du premier Hobbit aussi, elle m'a vraiment marqué parce que ça faisait plus de 10 ans que le Seigneur des Anneaux était terminé et le retour du Seigneur des Anneaux avec l'univers du Hobbit au cinéma, c'était un truc de fou quand même. Parce qu'il y avait Gandalf, il y avait Saruman dans la bande-annonce, il y avait plein de choses et j'étais comme un fou quoi. Niveau J'étais taré, fan quoi. service, on Ah t'était ouais. bien quoi. Ah oui, oui, Ok. totalement. Et puis House of the Dragon, Game of Thrones, les bandes annonces aussi, Mm. c'est des grands moments, ça. C'est vraiment, tu attends pendant 1 an et demi, 2 ans, et quand la bande annonce est là, t'es en mode, ah, ça y est, l'attente, on va voir ce qu'ils ont cooké pendant 2 ans. Donc t'es content, quoi. Ok, trop bien. Et alors, à l'inverse, je ne te le souhaite pas, mais je sais pas si t'as déjà eu pas mal de créateurs passent par là. Soit ils font un bad buzz sur un truc, soit ils ont une altercation sur Twitter avec un autre créateur qui est plus gros qu'eux ou qui a pas une communauté sympa. T'as jamais eu entre guillemets un pire moment, un moment un peu de renoncement ou de soulage. Tiens, Forgeage existe, donc on va dire que soulage aussi. Non, pas spécialement, parce qu'à chaque fois, bah, des fois, il y a des vidéos qui marchent, il y a des vidéos qui marchent pas. Mais d'une manière générale, non, j'ai pas vraiment de souvenir d'avoir eu un gros bad buzz ou un truc comme ça. Tant mieux. Oui, bon, après, ça arrivera forcément. Après, s'il y a eu un moment quand même où vraiment c'est là où vraiment il y a eu un gros problème avec la communauté, c'est que moi, la saison 8 de Game of Thrones, l'épisode 3, donc celui avec le roi de la nuit, Arya et tout ça, la bataille de Winterfell, moi j'aime beaucoup cet épisode, je l'aime beaucoup. Je suis d'accord. Et il y a des gens qui détestent, mais vraiment premier degré, des gens détestent cet épisode, et je les comprends, hein, à raison, hein, je peux comprendre leur raison. Et c'est la première fois où vraiment j'ai eu une vidéo où moi j'étais très positif en mode c'est super, j'ai passé un bon moment, même si voilà il y a des petits trucs qui sont un peu dommages, j'ai kiffé, c'était cool, on voyait pas trop la bataille, mais la bataille était sympa. Et là j'ai commencé à voir vraiment beaucoup de gens détester la série, vraiment des gens être limite en mode t'es un vendu, alors que pas du tout, hein. Concrètement je n'ai jamais été vendu, j'avais juste accès gratuitement à OCS pendant 3 mois. Okay. on peut dire techniquement j'étais vendu pour 6 balles. Voilà. Ouais. J'ai l'impression que ce qui est un peu compliqué avec les sujets que tu traites, donc qui sont ces grandes sagas, etc., ces grands univers, c'est qu'en fait, c'est des choses qui ont pris tellement d'importance dans la pop culture et donc dans la vie des gens qui les retrouvent chaque semaine, etc., que beaucoup d'internautes sont quand tu critiques un épisode qu'ils ont aimé ou quand tu aimes un épisode qu'ils ont pas aimé, c'est un peu comme si tu t'attaquais à leur famille, quoi. Il y a vraiment des fois des gens aussi, c'est viscéral, quoi, comme réaction, et pas toujours sous-pesé, comme tu disais. Donc non, là typiquement il y a pas longtemps j'ai dit que Elena Targaryen, donc la reine, elle avait des comportements et des troubles autistiques. J'ai dit que comme elle est un peu autiste, mais c'est pas dans le sens négatif, c'est dans le sens du terme, voilà, quoi. au sens clinique, c'est-à-dire qu'elle va s'enfermer dans sa bulle, elle a une déconnexion de la réalité, elle a des tics, elle a des tocs visuels un peu. Là, j'ai eu des personnes qui m'ont dit pourquoi tu dis autiste, tu la critiques, tu nous critiques, et j'étais en mode, alors déjà d'une part je connais des personnes autistes dans mon entourage. C'est pas une insulte, quoi. Enfin, non, et puis je suis en mode, bah déjà d'une part je connais des personnes autistes dans la réalité de ma vie perso, donc je sais comment c'est, même s'il y a plusieurs troubles autistiques forcément, je connais, donc je sais à quoi m'attendre. Donc effectivement, moi je le vois pas dans le sens critique là-dessus, mais il y a des gens qui, je pense, peuvent comprendre. Même une fois, j'avais dit les gens de couleur, et j'avais des gens effectivement de couleur, donc des abonnés, qui m'avaient dit c'est raciste de dire ça. Et moi j'étais en mode, bah justement, j'osais pas dire une couleur, blanc, noir, marron, tout ça. Et maintenant, voilà, il y a des termes qu'on ne peut plus dire, il y a des choses qu'on ne peut plus dire, et forcément il y a des choses où tu pèses un peu plus tes mots par rapport à ça, mais ça ne m'empêche pas non plus de dire les choses. Des fois, quand j'aime une chose, bah, j'aime bien, quand j'apprécie, et quand j'apprécie pas, j'apprécie pas. Donc là-dessus, je reste très ouvert. Plus dans une idée de blesser personne, mais tout en pouvant quand même assumer quand t'aimes ou quand t'aimes pas un épisode, un passage, une direction. Mais des fois, même moi, tu vois, quand je fais des vidéos, je fais pas gaffe. Genre, dans l'analyse de l'épisode 4, il y a une phrase que j'ai dit, et il y a des gens qui m'ont dit, mais t'as spoilé.
Et quand j'ai revu la vidéo, j'ai fait ah oui, en effet, j'ai spoilé en fait cette vidéo. En fait, la manière dont elle a été tournée, comme j'ai lu les livres, je savais ce qui allait se passer dans l'épisode 5. Mais indirectement, je pense que mon cerveau n'a pas réagi. Et du coup, quand j'ai monté la vidéo, c'était évident pour moi. Ouais, ok. J'imagine que dès que l'épisode est diffusé, que tu l'as vu, voilà, c'est un peu la course pour le sortir quand même sans trop tarder. Enfin, moi par exemple, tu vois, je me suis retrouvé, je te donne un exemple. Hier, on était mardi, j'étais en train de guetter. Quand est-ce que tu sortais? Je voulais voir combien de temps après tu sortais tes récaps d'épisodes. Tu les sors, environ 24 heures après, quoi, même pas. Enfin, à peu près. Et genre, les gens, ils se rendent pas compte ce que c'est de sortir une vidéo en 24 heures. Non, c'est énorme, complètement. House of the Dragon, l'épisode, il sort à 3h du matin. Ouais. Et là, pour l'instant, mes vidéos, j'ai réussi à les sortir entre 21h et 22h, on va dire. Ouais, c'est ça. Quasiment 20 heures de boulot. Et en fait, moi, concrètement, je regarde pas l'épisode à 3h. Je le regarde à 8h, à 7h, 8h. Ouais. Tranquille. Après, je vais écrire mes trucs. Et puis, j'enregistre l'après-midi. Et puis après, je fais du montage jusqu'à la soirée, en fait. Est-ce qu'il y a une série qui t'a fait te lever, genre, dès la diffusion ou que t'as voulu voir tout de suite? Parce que moi, clairement, il y en a une. C'est la dernière saison de Game of Thrones. J'avais tellement peur des spoils. J'avais tellement peur d'être spoil que je me levais à 4-5 heures du mat et je la regardais avant d'aller au boulot parce que j'ouvrais aucun réseau social, quoi. Et du coup, oui, je me suis fait spoiler beaucoup de choses, mais j'ai eu des surprises aussi. Oberyn, je ne savais pas. Jon Snow, je ne savais pas. Donc, il y a plein de choses que je ne savais pas. Qu'est-ce que tu penses globalement pour l'instant de House of the Dragon, qui est le premier spin-off en dehors de Game of Thrones? Et deuxièmement, est-ce que c'est souhaitable qu'il y en ait plein? Est-ce que t'aimerais qu'il y ait un méga univers avec plein de spin-offs, comme on dirait pour Star Wars depuis Disney? Ou est-ce qu'au contraire, t'aimerais que ça reste un peu rare et précieux, quoi? Pour l'instant, je trouve que de toute façon, ça reste aussi la patte et la qualité HBO. Ils sont très soigneux par rapport à ça. Et justement, je pense qu'ils sont désireux de ne pas renouveler l'erreur faite avec Game of Thrones et de hâter les choses. Ouais. C'est pour cela qu'ils prennent le temps. Et pour l'instant, je trouve que House of the Dragon est le digne héritier, clairement, de Game of Thrones, dans le sens où ça respecte globalement bien le livre, avec des petites divergences par-ci et par-là, des petites différences sur certains personnages, des personnages qui sont morts dans les livres, mais qui sont encore en vie ou vice-versa. Des petites différences de caractère. Et puis du coup, je trouve que pour l'instant, il se débrouille très bien. En plus, il y a beaucoup d'avancées technologiques, il y a des nouvelles technologies qui sont développées pour House of the Dragon grâce à d'autres séries. Donc c'est très très important, je trouve, d'avoir cette série-là, et je trouve qu'elle est très très bien faite, et HBO s'en sort très bien. D'ailleurs, l'année prochaine, on a un autre spin-off qui arrive. Effectivement, voilà, je vois Rendez-nous Champignon, un personnage qui est absent, mais voilà, Champignon très drôle, le Tyrion bouffon c'est un très bouffon, drôle. C'est ça. Ok. Mais en fait, oui, donc déjà l'année prochaine, il y a un nouveau spin-off qui arrive qui s'appelle le Chevalier des Sept Royaumes. Donc c'est Knight of the Seven Kingdom. On va dire le Chevalier errant parce qu'il est trop long. C'est l'œuf, quoi. Fin... C'est ça, c'est l'œuf, Duncan et l'œuf. Donc là, théoriquement, il y a de quoi faire 3 saisons, à voir si l'auteur publie d'autres histoires. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que là, on va avoir aussi un retour un peu dans l'époque ancienne de Game of Thrones, dans le sens où on va avoir un spin-off par année, en fait. Est-ce que tu dirais que tu as l'esprit de compétition? Et est-ce que c'est nécessaire de l'avoir sur Internet? Bah oui, je l'ai, l'esprit de compétition, et forcément, oui, c'est nécessaire. Ok, c'était très clair comme réponse. Ok. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est-à-dire ça que, très simplement, on va prendre l'exemple le plus frappant, forcément. Je suis youtubeur qui fait des vidéos analyses. Il y a la concurrence en face qui s'appelle Captain Popcorn, et mais je trouve concurrence négative dans le sens où on se fait la guerre en mode qui va sortir la vidéo en premier. Mais forcément, il y a ce côté-là aussi, parce que indirectement, je sais que lui, il a une plus grosse communauté, donc forcément, il va faire plus de vues. Mais moi, je vais essayer un peu de me surpasser dans le sens où je vais essayer d'aller plus loin que lui de son analyse, et d'essayer d'aller des choses beaucoup plus techniques, beaucoup plus loin et différentes, et d'apporter aussi une complémentarité, parce que lui va dire des choses que je ne vais pas dire, et vice versa. Tout à fait. Donc il y a tout ça aussi. Et oui, effectivement, il y a un côté compétition dans le sens où forcément, si je sors ma vidéo avant lui ou avant n'importe quel youtubeur critique ciné ou critique série, forcément ça veut dire que je vais être plus facilement référençable et référencé par YouTube, donc je vais être plus vu, mais c'est pas pour autant que je vais forcément bâcler le boulot, faire n'importe quoi, et vite il faut que je la sorte ici. Ça m'est déjà arrivé des fois d'avoir un loupé avec House. Et la vidéo, pour la saison 2, ça va, je suis plutôt bien. Mais pour la saison 1, ça m'est arrivé d'avoir des loupés. Et la vidéo sortait le lendemain matin à 8h du matin parce que j'avais eu un loupé sur un truc, ou parce que il y avait un problème de son. Voilà, ça arrive. Donc forcément, oui, il y a le côté compétition, il y a le côté faire la miniature un peu aguicheuse, essayer de trouver les images qui attirent, essayer de trouver une composition harmonieuse, essayer de mettre le personnage, essayer d'attirer un peu la curiosité, d'attiser aussi la curiosité.
Donc oui, effectivement, il faut un petit côté un peu compétition parce que sinon tu te reposes trop facilement sur tes lauriers et tes acquis. Et malheureusement sur YouTube, le vent peut vite tourner. Hein. J'ai vu des youtubeurs et youtubeuses qui avaient une très grosse communauté et qui ont lâché prise parce que ils se sont trop reposés, ils se sont pas remis en question, ils ont pas proposé des nouvelles choses, ils ont pas évolué avec le temps. Et c'est ça aussi qui est important. Il faut avoir cette conscience-là. On n'est pas éternel sur YouTube, on est remplaçable. Et YouTube aussi, il faut avoir conscience que c'est une remise en question éternelle. Que tu vois, voilà, j'ai changé de micro parce que j'aurais pu continuer avec mon micro pendant des années, mais là je me suis dit je vais changer, je vais innover, je vais apporter un petit peu, voilà, je gagne un peu d'argent avec YouTube, je vais mettre des sous dedans, ça sert à ça pour améliorer, proposer des choses différentes. Donc effectivement, il y a toute une question qui est là, et pour moi ça fait partie du côté un peu compétition et du côté un peu challenge. C'est ça que j'aime bien aussi. Ok, donc pour toi, clairement, oui, sans aucun doute, cette compétition existe sur YouTube et quand on choisit de sortir du contenu, on en fait partie, quoi. Bien sûr, et puis après, forcément, il y a des gens qui vont regarder tes vidéos, il y a des gens qui vont t'identifier, chercher les feats, des choses comme ça, chercher la reconnaissance, chercher à se rapprocher de toi pour un peu, il y a les gens intéressés, il y a des gens qui sont intéressants, donc il faut faire un peu du filtre sur beaucoup de choses. Écoute, j'aimerais qu'on clôture cette partie sur Internet, j'aimerais bien savoir j'aimerais bien que tu nous dises, si tu as envie de les partager, quels sont tes projets à court, moyen, long terme. Si on suit Maître Thibaut, c'est quoi la suite? C'est quoi un peu qu'est-ce qui est prévu, on va dire? En tout cas, qu'est-ce que tu as envie de nous partager de ton actualité? En fait, en vrai, là, je ne sais même pas ce que je vais publier dans une semaine. Donc là, j'ai pas vraiment de projet. En fait, j'ai pas de projet à long terme. Ouais. Moi, je traite plutôt dans l'immédiat et dans l'instantanéité. Okay. Mais après, pour l'instant, c'est continuer un petit peu les vidéos lore, même si forcément Game of Thrones, Seigneur des Anneaux, Witcher, je commence à avoir fait le tour de beaucoup de choses. Ouais. Mais je pourrais aussi éventuellement faire des remakes de certaines vidéos parce que j'ai pas la même façon de monter. Il y a du nouveau contenu qui est sorti, il y a des livres qui sont sortis qui ont apporté du complément, donc je pourrais faire des nouvelles vidéos complémentaires. Ça va être aussi de répondre aux DM Twitter de certaines personnes, forcément. Et je réponds malheureusement plus aux DM Twitter que Sty, donc il vaut mieux me la poser une question en commentaire Twitter, c'est beaucoup plus simple. Mais en fait, j'ai pas vraiment de projet pour l'instant. Je continue un petit peu à accompagner les gens, à proposer du contenu, à proposer des théories, des petites vidéos analyses, comme j'ai fait là, sur les œufs de dragon, sur les Targaryens immunisés, des trucs comme ça. Je prends aussi un peu le côté actu au pied de la lettre, alors qu'avant le côté actu je le prenais pas forcément. Okay. Et ça c'est un truc que j'aime bien parce que dans le sens avec Game of Thrones on n'avait pas forcément cette habitude là de l'actu, et là maintenant on commence un peu plus à l'avoir avec forcément le développement des réseaux sociaux, les communications, le marketing. Il y a tout ce jeu là aussi qui est important pour faire vivre une chaîne. On comprend un peu mieux comment tu fonctionnes en tant que youtubeur, on a compris ton parcours, on a compris la façon dont tu travaillais. Tout ça est hyper intéressant et j'ai envie de te dire, les gens qui sont encore là à nous écouter, à nous voir ou qui arrivent, donc là ils avaient affaire à Maître Thibaut qu'ils ont pu connaître et qu'ils ont pu en relation parasociale sur YouTube. Maintenant j'aime bien finir mes interviews en parlant de peut-être qui est Maître Thibaut quand il n'est pas Maître Thibaut, c'est-à-dire qui es-tu dans la vraie vie IRL, avec évidemment le filtre de ce que tu voudras ou non nous partager. T'as évoqué par exemple d'où tu venais géographiquement. Je sais pas, tu m'as dit que tu venais de Toulouse, enfin si j'ai bien compris, tu venais de Toulouse de base, et maintenant tu es plutôt du comté des montagnes. Que ça soit l'un ou l'autre des endroits donc qu'on a cités, est-ce que c'est des endroits où est-ce que t'es attaché géographiquement, soit d'où tu viens, soit là où t'habites maintenant? Est-ce que tu t'imagines bouger un jour? Est-ce qu'au contraire, non, tu veux faire ta vie ici? Enfin voilà, ça m'intéresse de savoir un peu tout ça, quoi, en fait. Ouais, bien sûr. Pour l'instant, là, j'ai envie de bouger. Là, j'étais pas mal focus sur Bordeaux. Je sais pas pourquoi, j'étais très focus sur Bordeaux. J'avais vraiment envie de bouger dans cette région. J'ai failli d'ailleurs bouger à Bordeaux en décembre. Ça s'est pas fait pour raison perso. Mais effectivement, j'aurais pu bouger. Et Toulouse, oui, c'est là où il y a toute ma famille. Donc c'est important pour moi aussi comme zone. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je regarde mes vieilles vidéos YouTube, j'avais l'accent toulousain. Et maintenant, je ne l'ai quasiment plus. Tu l'as très légèrement de mon point de vue de breton. Mais très légèrement. Ah d'accord. Très légèrement. Des fois, quand je dis rose, quand je dis jaune, quand je dis cause, des trucs comme ça, forcément, ça sort. Mais oui, en fait, Bordeaux, ça pourrait être un goal intéressant dans le sens où je suis à 2 heures de Toulouse, donc il y a ma famille. Dans la Dordogne, j'ai mon grand-père encore qui est là-bas. J'ai beaucoup de famille aussi en Dordogne. Je suis quelqu'un de très, très famille. Ok. Et du coup, alors après j'ai de la famille côté italien, mais que je ne les connais pas. Je suis moitié italien, moitié français. Donc du coup, j'ai une partie de ma famille qui est à Toulouse, en Dordogne. Donc c'est le sud qui est très important. Poitiers aussi un petit peu, donc c'est pas très loin. Ouais.
J'allais Donc dire, il y a Bordeaux, une ça grosse semble être. ligne sud quand même, là, il y a Voilà. rien qui monte Ouais, trop. ouais. Non, bah non, à part ma sœur qui est à Lille, Ouais. j'ai personne. Ok. Et des amis à Rennes, j'ai personne. Est-ce que t'as des passions, est-ce que t'as des trucs que tu kiffes ou que t'aimes bien, mais Sûr. dont tu parles jamais sur Internet? Un truc très bête, mais j'adore les mangas. Je suis T'adores les un mangas? énorme. Ok. Ouais, je suis un consommateur de mangas, d'animés. J'ai regardé l'Attaque des Titans, Dragon Ball, Détective Conan, tous les Ghibli. Je suis un Ok. fan inconditionnel. Je me suis acheté dernièrement les mangas Nausicaa de la Vallée du Mhm. Vent. C'était génial. Je conseille aux gens hein, le manga Nausicaa qui n'a rien à voir avec le film. Ok. Je me suis acheté Gun aussi comme manga, qui est, je sais pas si tu connais, c'est Alita à la base. Je Le film connais le Alita. nom, mais je situe Ok. pas plus que ça. Ok. Bah du coup c'est un manga qui est très connu aussi, Gum, et du coup j'ai adoré, c'était génial. Je me suis acheté des petits mangas un peu niche aussi, Mhm. All You Need Is Kill, un manga qui a donné le film Edge of Tomorrow Ok. avec Tom Cruise. Mhm. J'ai regardé Vinland Saga, j'ai pas vu la saison 2, apparemment elle est bizarre et elle est plus space mais les gens adorent. J'ai testé Berserk mais bon voilà, ça c'était un peu space. Mais sinon passion, bah, je suis un immense passionné de Pokémon. Ok. Ah bah écoute, un point commun, trop bien. Mais Pokémon dans le sens je suis très vintage, c'est-à-dire que je ne dépasse pas la deuxième génération. Ah ouais, très très vintage genre. Ok. Ouais, il y a pas longtemps, je me suis lancé dans une collection de cartes aussi. J'ai Trop acheté bien. énormément de cartes. J'ai le Dracofeu, je l'ai. Hein, j'ai claqué Le beaucoup de Dracoff sous. holographique du Je- set de base, je- d'accord. J'ai le set de base, mais pas l'édition 1, mais je l'ai en édition 2 en très Ok. bonne qualité. Donc voilà, je suis un peu dans cette dynamique-là avec les Pokémon. De temps en temps, j'achète. Maintenant, les cartes que je veux, elles valent entre 30 et 50 balles. Donc j'ai un peu freiné parce que le coût de la vie fait que Ouais. je me dis, bon, on va pas mettre 30 balles dans une carte, ça suffit un peu Ouais. au bout d'un moment. Mais des fois, je craque et je suis, oh, celle-là, elle est belle, allez, j'achète et je suis content de la mettre dans mon beau classeur et tout. Et sinon, bah après, oui, je suis un très grand consommateur de Blu-ray. J'aime beaucoup acheter des Blu-ray 4K parce que j'aime bien regarder les bonus et j'aime bien posséder le film, avoir l'objet. Mhm. Donc je suis très sur les Blu-ray. J'achète aussi des comics Star Wars. Il fut un temps, j'ai acheté des comics Marvel, DC Comics. Donc je suis un très grand consommateur de pop culture d'une manière générale. Ok. Et puis tout ce qui est jeux vidéo, voilà, des fois ça m'arrive de faire une petite partie avec des collègues de Fortnite, sans construction, je précise, hein, je déteste la construction, mais c'est marrant comme jeu, c'est sympa, et puis des fois je joue à des jeux genre Halo, Gears of War, des trucs un peu plus niche, genre Helldivers, Ok. des trucs, voilà, je suis un peu touche à tout en fait, hein. Vu que t'as aimé, enfin en tout cas que t'as lu certains bouquins The Witcher, que t'as traité Mhm. la série, est-ce que t'as joué au jeu par exemple? Alors oui, tout ce qui est Witcher, j'ai fait le 1, j'ai fait le 2. Le 3, alors c'est marrant parce que le 3, tout le monde dit que c'est la masterclass, mais c'est celui que j'ai le moins aimé. Donc Ok. je sais pas C'est le pourquoi. seul que j'ai fait. Euh, Moi. Ok. Bah en fait, beaucoup de gens Ouais, n'ont comme fait que plein le de 3. gens. Ouais. Ouais, en fait, beaucoup de gens n'ont fait que le 3. Et moi, genre, c'est marrant parce que j'ai acheté l'édition collector à 15 balles avec tous les DLC. Je me suis dit, putain, Thibaut, tu vas te régaler là, tu vas jouer pendant 200 heures, tu vas faire tous les DLC, génial. J'ai commencé à jouer au jeu, j'ai joué peut-être 15-20 heures. Pas mal. Peut-être, allez, Ouais. peut-être 20-25 heures au moins. Et j'étais en mode, ouais, il est cool, mais bah, je sais pas, j'accroche pas. Je sais pas, Trop il est ouvert très beau peut-être le à jeu. ton goût, trop de trucs à faire. Ah, pourtant, tu vois, j'aime bien un jeu style Red Dead, j'aime bien un Assassin's Creed Origins, un Assassin's Creed Odyssey qui sont très très ouverts et qui a Ouais. beaucoup de choses à faire. Comme je peux aimer un jeu couloir Batman Arkham Asylum où tu fais ton couloir, comme je peux aimer un Call of Duty, un Battlefield. Mais en fait, Witcher 3, c'est marrant, j'ai pas accroché, mais je pense que en fait, j'ai un peu loupé le coche, il faudrait que je le refasse. Pas que je le recommence, mais que je le reprenne la partie en cours. Par contre, j'ai adoré Witcher 2 qui était un peu couloir, qui était un peu plus calqué Mass Effect, dans le sens où c'est un peu un jeu à l'ancienne. Ouais. Witcher 1, bon, ben, le jeu était très old school, donc j'ai un peu plus eu du mal. Mais Witcher 2, j'ai beaucoup aimé le jeu, j'ai trouvé l'histoire très cool, avec un côté RPG très light, très soft. Ok. Moi, quand c'est du RPG très très lourd et trop costaud, j'ai du mal. Genre Skyrim, j'ai adoré. Skyrim, c'était du RPG très Ouais. accessible et j'ai trouvé ça très cool. Mais quand c'est du RPG vraiment très compliqué, genre du WoW ou du JRPG ou du MMORPG, Ouais. j'accroche moins parce que du coup, il faut construire toute une histoire, il faut construire sur plusieurs années de jeu et c'est moins prenant, Ok. à mon sens. À mon sens, c'est mon expérience. T'étais quel genre d'élève à l'école? Alors j'étais l'élève très timide, Ok. ultra timide, qui pouvait avoir de grosses facultés dans le sens où je pouvais bosser et avoir un 15, mais qui se contentait d'un 12 sur 20, et qui était très content d'avoir un 12 sur 20. Ok. Et du coup, j'ai toujours été un peu ce jeune très sympa, très gentil, qui fait pas de vagues, qui est très discret, très timide, et qui un jour, je sais pas, a pété un câble, et s'est dit, mais fuck la timidité, et j'en avais plus rien à faire.
Et depuis, je suis un peu resté cette personne-là. Et maintenant, je suis plus en mode avenant avec les gens, alors qu'avant, j'étais un ultra timide. Hein, je ne parlais pas, j'étais en mode non, ne me parlez pas par pitié, au secours. Et je sais pas, j'ai eu un déclic un jour qui m'a vraiment déclenché ça. Tu nous as dit pour le cinéma. Par exemple, la musique, c'est un truc que t'aimes, que t'écoutes, que tu consommes, ou non, c'est pas plus que ça Forcément, vu que je suis un gros geek, j'écoute beaucoup de musique de film. Ouais. Mais après, j'écoute un peu de tout. C'est-à-dire, je peux écouter du Eminem, comme je peux écouter du Amy Winehouse, je peux Ok. écouter du Green Day. Alors, j'ai eu une très grosse période où j'écoutais beaucoup de rock. C'était plus ma période collège-lycée où j'écoutais vraiment du métal, du hard rock. J'écoutais Breaking Benjamin, Ouais, Dragon Force, Dragon Flame, Dragon Force. Des trucs japonais aussi, genre Versailles, un groupe japonais. J'ai eu une période Tokyo Hotel aussi pendant un mois, mois à cause d'une ex. À cause d'une ex. Hein, on voit l'époque. Voilà, c'était l'époque 2006 parce qu'elle était animatrice d'un fan club de Tokyo Hotel, donc forcément j'étais un peu embrigadé dedans. C'était une ex, et c'est pas une ex pour n'importe quoi. Mais voilà, non, après j'écoute de tout en musique, mais par contre je ne joue pas de la musique, je ne joue pas. Il y a eu une période où j'ai fait du chant, j'aime bien chanter des fois, mais ça reste à titre perso, quoi. Je vais pas prendre un micro et chanter devant tout le monde, ça c'est clair. Hein. Il n'existe pas de chaîne où tu fais des covers chants de... Non. D'accord. Non, il n'y a pas une chaîne où je chante les Reign of Castamere, ça n'existe pas. Mince, bon, peut-être un sub-goal un jour si tu te remets sur Twitch. Peut-être, qui sait. On va parler d'animaux, peut-être. On va parler d'animaux, alors pas de dragons. J'aime bien demander à mes invités, c'est quoi leur rapport aux animaux? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes bien? Est-ce que tu aimes bien les animaux? Est-ce que pas trop? Est-ce que t'en as eu? Est-ce que t'es pas trop à l'aise? Ouais, j'adore les chats. Ok. Je suis très Team chat. très très chat. Les chiens, j'aime bien, mais pas chez moi. Parce que déjà, d'une part, bon, désolé les clichés, hein, on va briser le 4e mur, mais les chiens, ça pue. Ça te saute dessus et c'est tout le temps à côté de toi. Après, c'est le principe d'un chien. Un chien, il te suit. Il y a pas longtemps, on m'a laissé la garde d'un chien et genre quand j'allais au chiottes, il était derrière la porte et j'étais choc-barre. J'étais en mode, mais il va me laisser. Et j'étais en mode, oui, mais c'est pas le même rapport, c'est pas le même besoin. Je sortais sortir les poubelles, je rentrais dans mon appart, il me faisait la fête comme si j'étais parti pendant 15 jours. Donc en fait, on n'a pas trop dans la famille chien, mais j'aime bien les chiens, j'ai rien contre ça. Hein. J'ai toujours dit que quand je serai à la retraite, je me prendrai un chien parce que j'ai envie d'avoir quand même ce côté un peu relation différente. Et le chat, j'ai toujours aimé parce que on a toujours été entouré dans ma famille avec des chats. Et bon, malheureusement là, je n'en ai pas. J'ai envie d'en prendre un ces temps-ci, mais j'ai pas non plus envie de prendre n'importe quoi. Dans le sens, j'ai pas envie de prendre un chat parce que je veux prendre un chat. Mais je me dis aussi, est-ce que c'est judicieux de prendre un chat maintenant alors que j'ai envie de bouger à Bordeaux? J'ai pas envie de prendre un chat, de l'habituer dans mon appart et après de le bouger avec le transport, de le paniquer. Voilà. Écoute, comme alternative à tout ce que tu disais, moi c'est ce que j'ai fait personnellement. Il y a aussi l'idée peut-être d'être famille d'accueil pour accueillir des chats même sur un laps de temps et voir si. Enfin moi personnellement j'ai dit ça et puis le premier que j'ai accueilli en famille d'accueil, c'est devenu mon chat parce que j'ai craqué direct. Mais bon ça c'est un autre débat, mais voilà, c'est un peu le risque aussi, quoi. Mais je pense que ça serait mon risque aussi, que je me prenne vraiment trop d'affection avec l'animal, et puis voilà, quoi. Allez, une dernière petite question, parce que ça m'intéresse. Comment tu consommes aujourd'hui Internet, les réseaux sociaux? Qu'est-ce que tu utilises vraiment comme appli? Donc tu disais YouTube, tu disais un peu Instagram. Est-ce qu'il y a des trucs que tu... Enfin, genre, est-ce que déjà t'aimes bien ça? Est-ce que tu passes beaucoup de temps à le faire? Est-ce que t'as pas le temps? Je consomme énormément YouTube. Ouais, ok. Mais par contre, je consomme Instagram à part les Reels. Je consomme pas tant que ça Instagram. Je consomme beaucoup Twitter pour mon côté un peu réseau social, le côté un peu info, genre... concrètement, toutes les histoires sur Trump, sur Biden, quand je regarde dans les tendances, je vois des gens passer en mode oh mon Dieu, il a failli se faire buter. Et je regarde ça, je vais pas regarder la télé. Donc c'est un peu le côté un peu plus social, le côté un peu plus info que je vais avoir sur Twitter aussi, que je vais regarder. Mais après, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, je regarde beaucoup de choses, mais je regarde pas forcément des choses sur Game of Thrones. Je regarde, comme je t'ai dit, beaucoup Link et Terracid. J'adore Link et Terracid, il me fait mourir de rire et ça me permet de penser à autre chose et à rigoler. J'aime beaucoup regarder des récaps de live, des trucs sur eux, des trucs de leur équipe. J'aime beaucoup JDG. Des fois, je regarde des vieilles vidéos JDG. Des fois, je me fais des petits marathons en mode allez, je vais me regarder des vieilles vidéos JDG, c'est cool. Des fois, je me regarde des vieux What the Cut. Des fois, je me regarde des vieux trucs. J'aime bien finir par en offrant un peu une sorte de carte blanche de moment à mon invité. Alors, ça peut être revenir sur un sujet qu'on a abordé. Ça peut être parler d'autres choses. Ça peut être parler de ton actu. Ça peut être. Est-ce qu'il y a un truc dont tu as envie de
nous parler? Est-ce qu'il y a un truc sur lequel tu as envie de revenir, de clarifier? Je sais pas. Non, pas spécialement. Bah déjà, je tiens à te remercier parce que c'était très cool, cette petite interaction. C'était très sympa. Et puis, Avec plaisir. un autre agréable, très sympa, bienveillant. Donc Trop ça, cool. c'est à souligner. C'est très, très bien. C'est très sympa. Non, j'ai pas vraiment grand-chose à spécifier à part, effectivement, voilà, si des gens nous écoutent et veulent se lancer sur YouTube, Twitter, Insta, faut y aller, faut tenter. Faut pas hésiter, faut pas avoir peur des autres. Après, effectivement, si tu n'es pas à l'aise, que tu ne te sens pas à l'aise et que tu ne te sens pas capable d'y aller, bah, ne te force pas parce que tu as envie d'y aller, parce qu'il faut y aller. Faut se sentir, il faut être sûr de son coup, faut bien mesurer les choses et il faut, voilà, ne pas forcément, bah, comme moi je fais des fois, ne pas prendre au pied de la lettre. Si tu as un commentaire négatif mais que tu en as 10 de positifs, retiens les 10 positifs. Mais après, il y a du bon commentaire négatif comme il y a du mauvais commentaire négatif. Donc, il faut faire du tri sur les choses. Ok, eh ben écoute, c'est un très bon conseil. Moi aussi, je tenais à te remercier parce que bah, tu t'aventures sur une chaîne que tu ne connais pas, qui est bien plus petite que la tienne. Et bah, c'était très sympa comme moment. Et moi, j'aime bien inviter des créateurs dont j'aime le contenu de base. Donc, bah, écoute, très chouette. Je vous invite très fortement, si vous ne connaissiez pas ou si vous pensiez que Maître Thibaut avait disparu après la 8e saison, d'aller voir et suivre son contenu sur YouTube et sur ses réseaux sociaux. Ok, bah écoute, je te remercie beaucoup. Et puis bah, je te souhaite une bonne fin de soirée. On reste en contact et je vais clôturer ce stream. Merci beaucoup. Salut. Apparemment, merci. À la prochaine. Salut. Merci, salut. Eh bien, écoutez, voilà, nous sommes sur la fin de cette émission. Mon invité m'entend toujours. Voilà, je voulais vous remercier, vous les viewers aussi. C'était une très belle saison 2. C'était vraiment très chouette d'avoir autant d'invités, autant de gens qui répondent présents. En tout cas, sachez d'ores et déjà qu'il y aura une saison 3 qui reprend, à mon avis, en septembre. Il y a déjà des invités qui sont programmés. On va continuer cette belle émission. Et puis, plus j'ai d'invités, plus j'ai la chance de pouvoir en contacter d'autres parce qu'ils se disent, bon, s'il y a 15 personnes avec qui ça s'est bien passé, normalement, la 16e, ça devrait bien se passer aussi. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas à aller binge-watch les épisodes en podcast. Si vous n'avez pas le temps et que vous voulez les voir en best-of, ils sont sur YouTube. Je vous dis bonne soirée, bonne nuit et à bientôt. On se retrouve en stream jeudi soir pour l'émission ciné pour ceux qui aiment le cinéma. À bientôt. Ciao.